Bienvenue sur DC vs Marvel. Marvel vs DC, t'es lourd. Dans cette chronique particulièrement cosmique, nous allons te parler de deux super vilains. Mais attention, pas n'importe quel super vilain, du très méchant et du très lourd, comme Milouz. Je vais te parler du méchant ultime, Darkseid. Plus charismatique encore, je te compterai Thanos. Et on en abordera chacun une équipe de type cosmique. Pour ma part, je te parlerai des différents corps de lanterne. Et si t'as survécu au bioman de l'espace, je te parlerai Guardian of the Galaxy. Personnage sombre et charismatique, ce plus grand ennemi de Superman fut créé par Jack Kirby. Salut, c'est moi. En 1970 et apparu pour la première fois dans la série de comics The Fourth War. DC Comics décida à la même époque d'introduire ce monde dans son propre univers. Il apparaît la première fois dans le monde de DC Comics dans le numéro 134 de Superman's Paul Jimmy Olsen en novembre 70. Dans l'univers, deux mondes jumeaux se disputèrent une guerre sans merci. L'un plein de vie paradisiaque, au nom de New Genesis, l'autre sombre et volcanique, Apocalypse. Yukaken et Egra étaient les souverains de la planète Apocalypse. Ils eurent deux fils, Drax et Uxas. Yukaken, le roi, s'est retrouvé prisonnier pour l'éternité par le mur de la source, dans la galaxie prométhéenne, en tentant de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers, le mystère de la source. Egra, elle, a été assassinée par son propre fils, Uxas, qui prit dès lors le nom de Darkseid. Quant à Drax, il rejoignit New Genesis sous le nom d'Infinity. Dès lors, notre cher Darkseid décida de déclarer la guerre à New Genesis. L'affrontement fut si meurtrier que les deux camps décidèrent un accord de paix en échangeant chacun leur fils. Orion, le fils de Darkseid, et Scott Free, alias Mr. Miracle, le fils du Haut-Père, le maître de New Genesis. La paix entre les deux mondes fut ainsi sauvegardée. Mais tout ne se passa pas comme prévu pour Darkseid. Scott Free s'échappe d'Apocalypse, et Orion devient un grand défenseur de New Genesis, et s'opposa à son père plus d'une fois. Mais Darkseid ne s'intéressa qu'à une seule chose qu'il cherchera toute sa vie, l'équation d'antivie, qui lui permettra de détruire l'univers et de le reconstruire selon ses désirs. C'est ainsi que sa quête le conduisit sur Terre, où il combattit Superman et d'autres défenseurs de la planète. Possédant les mêmes pouvoirs que Superman, sauf le vol, il peut se déplacer dans le temps et les dimensions grâce à une technologie de pointe, et est insensible aux attaques psychiques. Mais sa plus grande arme reste son rayon Oméga, un laser qu'il tire des yeux, suivant sa cible partout, capable de la détruire ou de la téléporter. Après de nombreux échecs, Darkseid découvrit enfin l'équation d'antivie, et ainsi détruisit New Genesis et Apocalypse. Il échoua sur la Terre sous la forme d'un humain nommé Boss Darkseid. Il devint alors le bad guy numéro 1 de l'univers DC, en déclenchant des événements qui sont relatés dans la saga Final Crisis. Puis il affronta son fils Orion dans un combat final. Orion gagna en arrachant le cœur de Darkseid et le laissa pour mort. Mais, oui, dans les comics on reste pas longtemps mort. Et ça va être carnaval. Celui-ci revient à la vie en prenant possession d'un autre humain, puis se débarrassa de celui-ci pour reprendre une forme proche de l'original. Et après un combat contre Superman et d'autres héros, Darkseid meurt. Docteur Impossible, voulant ressusciter, foire et donne naissance à un nouvel être, Omega Man. Et je laisse le mot de la fin à Jack Kirby. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon perso? Je ne sais pas si quand tu vas voir un film Marvel au cinéma, si tu attends la scène post-générique, mais si tu as raté cette scène-là, tu as raté quelque chose. Bon, je dis ça, mais il y a plusieurs réactions possibles. C'est le 6e film des studios Marvel et les gens n'ont toujours pas compris qu'il faut attendre la scène post-générique. Non, pas cette réaction-là. Trop fort, c'est Thanos. La suite va être énorme, ça promet. Oh. Ou bien... Dis, c'est qui lui? T'es sérieux là? Ouais. Thanos est un super vilain créé par Jim Starlin. D'ailleurs c'est un peu triste à dire parce que Starlin va s'inspirer de Darkseid, un personnage de chez DC Comics, même si au final Thanos est bien plus intéressant. La première apparition de Thanos a lieu en 1973 dans Iron Man 55. Le nom de Thanos est inspiré du dieu de la mythologie grecque Thanatos, tandis que son frère Eros porte celui du dieu de l'amour. Thanos est le fils de Mentor Alars et de Suisan. Thanos est donc un titan. C'est quoi un titan? Les titans sont une branche de la race des éternels qui quittèrent la Terre il y a plusieurs siècles pour la lune de Saturne, à laquelle ils donnèrent leur nom, Titan. Ok, mais c'est quoi la race des éternels? Les éternels sont une ramification de l'humanité. Ils sont le résultat d'une expérience menée par les célestes quand ceux-ci vinrent sur Terre il y a 1 million d'années, afin de permettre aux humains d'évoluer et d'utiliser l'énergie cosmique mentalement. Oui, mais du coup, c'est quoi les célestes?
Bah c'est des dieux de l'espace de 600 mètres de haut avec des pouvoirs surpuissants. Mais pourquoi est-ce qu'il... Ta gueule! Arrête d'essayer de me faire perdre mon temps, je reste sur Thanos maintenant. Donc à la différence de son frère Eros, Thanos naquit avec une peau violette et passa auprès des autres titans pour anormal. Porteur du mal génétique appelé syndrome du déviant, Thanos est donc incapable de succéder à son père à la tête du peuple, ce rôle est donc donné à son frère. Se sentant rejeté, Thanos est toujours à la recherche d'instruments ou de connaissances lui donnant du pouvoir. Dans un temple souterrain oublié, il rencontre Mistress Death, son seul et unique grand amour. Ouais, parce que niveau femme, Thanos il a vraiment des goûts bizarres. Non, je plaisante, il a super bon goût, et c'est d'ailleurs grâce à vous qu'il a des pouvoirs supérieurs aux autres titans. Merci de me laisser en vie. Au revoir. Après une expérience ayant coûté la vie à plusieurs de ses sujets, il est banni de Titan. Il revient plusieurs siècles après, lance une attaque nucléaire contre son propre monde, et seuls son frère et son père, à ce moment dans l'espace, parvinrent à en réchapper. La vie de Thanos est le combat et le questionnement sur l'existence. Car oui, Thanos est nihiliste. En effet, il a une drôle de philosophie. Il s'emparera successivement d'objets au pouvoir ultime, comme le cube cosmique, appelé Tesseract dans le film Avengers, ou mieux, des 6 joyaux de l'infini qui rendent omnipotent. Mais même sans les jeux de l'infini, Thanos est capable de manipuler l'énergie cosmique, est virtuellement invulnérable et d'une force colossale. De plus, comme la mort lui refuse l'entrée de son royaume, elle le rend immortel. Le pire étant tout de même la très grande intelligence de Thanos, ainsi que les ressources d'armement phénoménales aliens auxquelles il a accès. Les comics dans lesquels Thanos apparaît sont souvent très bons grâce à son charisme et sa philosophie. Et le challenge qu'il représente pour les héros font que quand il est là, tout devient épique. Et c'est parti pour un tour d'horizon des différents corps de lanterne. Le plus ancien de tous, le Green Lantern Corps fut créé par les gardiens de l'univers il y a des milliers d'années pour maintenir l'ordre et la paix dans la galaxie. Les membres de cette police intergalactique, les Green Lanterns, tirent leur pouvoir de la volonté symbolisée par la couleur verte. Le Green Lantern Corps possède sa propre incarnation émotionnelle, Ion. Le Sinestro Corps a été fondé par Sinestro, un ancien Green Lantern. Après plusieurs complots et affrontements contre son ancien élève Hal Jordan et le Green Lantern Corps, il fonda sa propre armée. Les membres du Sinestro Corps tirent leur pouvoir de la peur, exprimée par la couleur jaune. Le Sinestro Corps est allié à une incarnation émotionnelle, Parallax. Le Star Sapphire Corps fut créé par une race homologue aux gardiens de l'univers, les Amarons. A l'origine, les Star Sapphire utilisèrent le pouvoir du saphir pour répandre leur conception de l'amour. Ce saphir fut trouvé sur Zamarron, au milieu de 2 amants enlacés, décédés depuis des centaines d'années. Elles ont changé le saphir en anneau et ont commencé à recruter des membres partout dans la galaxie pour répandre l'amour. Le Blue Lantern Corps fut créé par 2 gardiens renégats, Gantet et Saïd. Ils furent bannis du Green Lantern Corps à cause des sentiments qu'ils éprouvèrent l'un pour l'autre. Ils décidèrent de créer leur propre corps, censé épauler les Green Lanterns le moment venu. Ils créèrent ainsi un anneau de pouvoir bleu sur la planète Odim qui tire son pouvoir de l'espoir, symbolisé par la couleur bleue. Le Red Lantern Corps fut créé sur la planète Ismol dans le secteur 666 par l'un des 5 démons de l'Empire des Larmes, Atrocitus. Ses membres sont les Red Lanterns, qui tirent leur pouvoir de la rage et vomissent du sang, symbolisé par la couleur rouge. De la rage et ils vomissent. GG, t'as acheté quoi comme dernier comics? Bah les derniers Marvel Deluxe. Oh yeah, gueule pas dessus. Ça fait du bien. Le Orange Lantern Corps a la particularité de n'avoir qu'un seul membre en vie, l'Arfleeze, alias l'agent orange. Tout ceci s'explique car il tire son pouvoir de l'avarice, symbolisé par la couleur orange, et il a tout simplement tué tous les autres membres de son corps. La tribu Indigo est la tribu de la compassion. Oui, sois indulgent avec les scénaristes qui ne connaissent même pas l'histoire de cette tribu. Le Black Lantern Corps est composé de personnages morts et ramenés à la vie sous forme de zombies, dont le but est d'éliminer toute forme de vie dans l'univers d'ici. Oh le vieux poète d'Harry. Merci. Le White Lantern Corps. Eh bien, je vais pas vous en parler, je vais vous laisser lire Blackest Night et Brightest Day, car sinon, je vais vous spoiler. Et voilà. Mais quand même, je me demande comment ils ont eu cette idée de mélanger toutes ces couleurs. Non. À l'approche du film Guardians of the Galaxy, certaines personnes pourraient se demander
Mais qui sont ces fameux Guardians of the Galaxy? Alors pour commencer, l'équipe présente dans le film n'est pas l'équipe d'origine. La première apparition des Guardians of the Galaxy a lieu en 1969 dans Marvel Super Heroes 18, créé par le scénariste Arnold Drake et le dessinateur Gene Colan. Cette première équipe de Guardians est formée dans une réalité alternative future au 31e siècle. Les premiers Guardians sont dirigés par le Major Vance, un astronaute terrien qui a voyagé en hibernation pendant 1000 ans, et accessoirement un mutant au pouvoir psionique et télékinésique. Les autres membres sont Yondu, chasseur et mystique, Martinex au corps de cristal organique, et Charlie 27, un surhomme au corps génétiquement modifié. Chacun d'eux est le dernier survivant de sa race, et ils s'allient tous contre les Badoons, qui tentent d'envahir le système solaire. Bon, après, ils eurent beaucoup de belles aventures dans l'espace-temps, et beaucoup de nouvelles recrues. Mais passons à l'équipe qui t'intéresse vraiment, celle que le film va adapter. La deuxième équipe apparaît en 2008, créée par le scénariste Dan Abnett et le dessinateur Andy Lanning. L'équipe commence à se former peu à peu durant le crossover Annihilation Conquest, est constitué de Star-Lord, le leader fin tireur. De Rocket Raccoon, un raton laveur avec des pistolets laser, et ça c'est classe. De Groot, un colosse floral qui ne sait dire qu'une chose, I am Groot. De Mantis au pouvoir empathique, et de Bug, le maître voleur insectivoride qui ne restera vraiment pas longtemps. Après la guerre de l'annihilation puis la conquête de l'Empire Kree par les Phalanx, Star-Lord décide de réunir une équipe de héros interstellaires pour protéger la galaxie et empêcher le développement de crise plutôt que de simplement réagir au début de celle-ci. À cette fin, il contacte Mantis, la convainc de son projet et entre en contact avec d'autres héros. Utilisant les pouvoirs mentaux de Mantis pour influer sur les candidats, afin de s'assurer d'une réponse positive à sa proposition. Ainsi, Drax the Destroyer, Gamora, Phyla-Vell, Rocket Raccoon et Adam Warlock formèrent avec Star-Lord cette équipe de héros. Une belle équipe quand même, Adam Warlock humain créé artificiellement et parfait, Drax the Destroyer qui a été créé pour détruire Thanos, Gamora la femme la plus dangereuse de l'univers, et Phyla-Vell qui est le 4e Captain Marvel. Un truc sympa aussi, Adam Warlock, Gamora et Drax ont porté chacun un des joyaux de l'infini, et une équipe de porteurs de joyaux de l'infini est appelée l'Infinity Watch. Mantis et Cosmo, un Golden Retriever croisé Labrador, mais aussi télépathe, assurent le support logistique de la base Nowhere, traduisé nulle part, c'est une tête de Céleste au cœur du vide interstellaire. Après avoir découvert et réanimé Vance Astro lors d'une aventure que je ne te spoilerai pas, l'équipe décide de s'appeler les Guardians of the Galaxy, et bien entendu d'autres membres viendront se greffer à l'équipe. Au final, si t'aimes les aventures cosmiques et les ratons laveurs, bah Guardians of the Galaxy c'est fait pour toi. Et si t'es resté bloqué sur le chien télépathe, bah dis-toi qu'il n'y a rien de bizarre, parce qu'il y a un raton laveur avec des flingues quand même. Donc Marvel vs DC, c'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux. Et si elle t'a pas plu aussi d'ailleurs. Et abonne-toi à la chaîne. Car si tu t'abonnes pas, tu vas rater la prochaine. Ou c'est que tu n'aimes pas Darkseid. Ou pire, Thanos. Non, ça c'est pas possible. Alors abonne-toi.